1872, Ludwig Boltzmann formule sa célèbre équation. Pendant plus de 150 ans, elle est restée un défi mathématique. 3 chercheurs viennent d'obtenir sa démonstration. Pourquoi était-elle si complexe à réaliser ? Elle a été fondamentale au développement de la thermodynamique et elle constitue un pont entre les maths pures et la physique. Elle décrit l'évolution des fluides dans un cadre très particulier et permet de relier le monde des particules à celui des gaz. C'est la première équation qui décrit l'évolution d'un gaz grâce aux probabilités, ce qui fait de Boltzmann le père de la physique statistique. Très largement utilisée par les physiciens, elle n'avait jamais été rigoureusement démontrée d'un point de vue mathématique. C'est chose faite avec Yu Deng, Zer Hani et Xiao Ma. Comment sont-ils parvenus à cette prouesse ? Équation de Boltzmann, une démonstration qui met les gaz. Isabelle Gallagher, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Cité et présidente de la Société mathématique de France. Laure Saint-Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne et professeure permanente à l'Institut des hautes études scientifiques. Et bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de notre magazine partenaire, le magazine Epsilon, puisque voilà, cette émission est en partenariat avec notre magazine Chouchou. Merci à vous trois d'être là autour de ces micros, autour de cette table. Et puis merci à vous également d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure, en podcast. Et merci également à vous qui nous rejoignez sur Blue Sky. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre compte @ScienceSécuFD. Alors pourquoi cette équation était-elle en avance sur son temps ? Pourquoi cette démonstration mathématique est-elle si importante ? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Laure Saint-Raymond, qui était Ludwig Boltzmann ? Vous nous avez dit en off que pour vous, c'est un de vos héros. Et oui, c'est un de mes héros, c'est vrai. D'abord, c'est quelqu'un qui était à la fois mathématicien, mais aussi physicien et aussi philosophe des sciences. Je crois qu'aujourd'hui, on a perdu cette capacité à avoir une expertise très interdisciplinaire. Donc ça, c'est la première chose que je trouve assez fascinante. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui a eu des idées presque de génie. Et donc, l'équation dont on va parler est une de ces avancées majeures qui préfigure plein de choses qui arriveront après, en fait. Et c'est la première fois qu'on va écrire, vous l'avez dit, une équation pour une probabilité. Et ça, représenter de la physique avec des probabilités, on est en avance sur la physique quantique, c'est ça qui va ouvrir toute cette partie de la physique. C'est aussi et on y reviendra sûrement aussi, c'est une équation qui dit quelque chose de l'entropie ou de l'information. Et donc là, on est en avance sur toute la théorie de l'information. Donc quelque part, c'est un travail qui ouvre plein de perspectives, je dirais, historiques pour le XXe siècle. Isabelle Gallagher, en effet, on a un personnage là qui est très, finalement, polymathe. Absolument. Très polymathe, qui est aussi doué d'un point de vue... qui est aussi doué comme expérimentateur que comme théoricien, Mathilde Fontaise. Oui, et c'est sa posture dont on peut peut-être parler aussi dès maintenant, c'est qu'il croyait en l'atome à une époque où on ne croyait pas en l'atome, où on discutait beaucoup plus d'énergie à l'époque que de particules. Et lui s'est attaché à défendre cette idée de particules et à en faire le lien entre ces particules, et c'est l'équation dont on va parler aujourd'hui, entre ces particules et, on va dire, un phénomène macroscopique, un phénomène à grande échelle. Et donc, d'une part, arriver en disant, non mais considérons les choses du point de vue de la particule, et d'autre part, réussir à faire ce lien avec des phénomènes qu'on peut observer, donc par exemple un gaz dans une enceinte, eh bien, c'est ça qui est complètement, sans doute, assez visionnaire et qui lui a valu, d'ailleurs, il me semble, qu'il a été assez bousculé, disons, par certains de ses contemporains. Ouais, bousculé, puisque son équation a transformé la physique et pourtant, il a rencontré beaucoup d'opposition au cours de sa carrière. Boltzmann, sa théorie va heurter, dans le fond, plusieurs conceptions de son temps. Du début du XXe siècle, à ce moment-là, il y a les objections. On pourrait penser quand une théorie scientifique est présentée, on va faire des objections sur sa cohérence interne, on va voir s'il n'y a pas une faute de calcul dans les équations, des choses comme ça. Mais il n'y a rien de tout ça. On va rejeter la théorie de Boltzmann pour des raisons qui sont beaucoup plus de doctrine, je dirais, de principe, de philosophie. Il y a d'une part ceux qui pensent que c'est très dangereux de vouloir expliquer les phénomènes à notre échelle par les mouvements des molécules. Parce que si on arrive vraiment à faire ça, alors peut-être qu'on arrivera à prédire le comportement de l'être humain en connaissant le mouvement de chacun de ses atomes. Et ça, c'est un peu gênant. Ça réduirait à néant toute idée de liberté.
Il y a aussi l'idée que, dans le fond, de vouloir expliquer des phénomènes par des statistiques, c'est pas très légitime. Quand on fait de la science, on devrait arriver à des conclusions certaines et non pas à des conclusions en termes de probabilité. Et puis il y a ceux qui pensent que, dans le fond, c'est un combat d'arrière-garde de vouloir tout expliquer par les mouvements des molécules, parce que ça serait une survivance justement des conceptions mécanistes qui avaient prévalu jusqu'au XVIIIe siècle. Alors tous ces différents rejets idéologiques font que Boltzmann va se trouver progressivement exclu des cercles scientifiques, alors que pendant les 2 tiers de sa vie, il a été reconnu comme un des plus grands professeurs, un des plus grands physiciens de son temps. Très bon matheux, très bon mathématicien d'ailleurs. Oui, il fallait pour arriver à développer Et il a enseigné aussi les mathématiques. Il l'a enseigné, ça devait être un enseignant charismatique. Mais le voilà exclu de tous ces cercles scientifiques et ça va durer quand même plus de 10 ans et un jour il prend des vacances, il va en Italie et en 1906 je crois, on le retrouve pendu dans sa cuisine. Voilà un extrait de l'émission Continent Science sur France Culture en 2008. En effet, Laure Saint-Raymond, Boltzmann il est atomiste avant l'heure. L'équation de Boltzmann en plus est basée sur une physique qui présuppose l'existence de l'atome et ça faut attendre Einstein et même Perrin en 1908 pour que le débat soit tranché. Oui, alors en même temps, c'est intéressant, la conception, enfin l'idée d'atome, elle apparaît dès les Grecs. Donc c'est à la fois ça qui est étonnant, c'est on voit que quelque part, parfois la théorie précède l'expérience. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est chouette. C'est ce qui s'est passé aussi, par exemple, plus récemment avec les ondes gravitationnelles. Elles ont été prédites bien avant qu'on puisse les observer. Donc voilà, je trouve que ça c'est... Et effectivement, les atomes ont été observés par Perrin avec la théorie qui avait été développée en parallèle par Brown et puis Einstein voilà, donc tout ça c'est aussi c'est le fondement des probabilités aussi, toutes ces questions là. Isabelle Gallagher, il a laissé son empreinte dans presque toutes les branches de la physique du 19e siècle, mais là où c'est surtout là où on le connaît, c'est pour la thermodynamique qu'il a le plus compté, et notamment son équation éclaire partiellement, on peut dire, le second principe de la thermodynamique. Alors éclairez-nous vous aussi sur cette notion et cette conception majeure. Tout à fait. Alors, quelque chose qu'il a découvert avec son équation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème H. H pour entropie, même s'il n'y a pas de H au mot entropie. Et donc, ce qu'il a démontré, en quelque sorte, c'est que si vous calculez un objet qui s'appelle l'entropie, qui est une façon de mesurer la solution de cette équation, il s'est aperçu que cette quantité augmentait avec le temps. Ce qui veut dire que vous avez un système de particules qui est censé être réversible en temps. On pourra sûrement en parler plus tard. Mais pour son équation à lui, cette équation de Boltzmann, cette quantité entropie croît avec le temps, ce qui veut dire en particulier qu'il n'y a pas de réversibilité. Si quelque chose croît avec le temps, si vous changez le sens du temps, ça va décroître, parce qu'il n'est pas compatible avec l'équation. Donc voilà, quelque chose de très important qui a été aussi un gros souci à l'époque et qui a créé beaucoup de controverses, c'est cette croissance de l'entropie qui est le second principe de la thermodynamique. Mathilde Fontaise. Alors j'aime bien l'équation dont on parle, la lire littéralement, on l'a d'ailleurs inscrite mot pour mot inscrite en symbole mathématique, mais on l'a après expliqué en entier. Et donc l'équation, elle dit la variation de la distribution des particules d'un gaz est égale aux collisions entre les particules moins les déplacements. Et donc, en fait, il s'agit de décrire l'évolution d'un gaz dilué vers un équilibre. Donc, comment est-ce que des chocs de particules qui sont effectivement réversibles, donc une particule choque une autre, boum, bing, bang, boum, et ça peut se passer dans tous les sens, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un sens, un écoulement du temps. Comment est-ce que ça aboutit à la fin à, par exemple, si on a un gaz compressé et qu'on le sort de sa boîte, il va se dilater. Alors, les situations que je décris, je ne crois pas qu'elles soient bonnes, parce que je ne suis pas sûre qu'elles soient à l'équilibre ou dans les bonnes conditions. Je vous vois dubiter. Mais en gros, c'est ça l'idée. C'est comment est-ce qu'on peut, à partir lier deux phénomènes qui, pour l'un, est totalement réversible, c'est-à-dire une particule qui cogne une autre et qui des allers-retours permanents de petites boules et de l'autre côté des phénomènes qui ont un sens et qu'on observe dans un sens et dont on ne peut pas inverser le sens. Alors pour justement un peu approfondir cette question-là, parce que dès sa publication, la théorie de Boltzmann se heurte à des difficultés assez sérieuses, et notamment avec cette controverse sur l'irréversibilité. Alors, Laure Saint-Raymond, c'est quoi le souci, cette controverse, ce paradoxe de l'irréversibilité? Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les critiques? Alors, je vais essayer d'expliquer ce paradoxe, parce qu'on peut l'expliquer, je crois, de façon assez simple. Alors, c'est toujours plus simple de voir les choses une fois qu'on a compris. Sur le moment, on peut être coincé. Donc,
ce qui se passe, c'est qu'on décrit effectivement un gaz comme un très grand billard. C'est ce que vous avez dit avec des collisions. Donc ça, je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'un billard. Et vous voyez que si à un moment vous changez les vitesses et vous allez juste revenir en arrière, donc vous revenez exactement à votre état de départ. Donc c'est ça qu'on appelle être réversible. Et donc dans la mécanique classique, la mécanique de Newton, un système comme un gaz, si on néglige des pertes par frottement, etc., le système est réversible. On peut aller dans un sens, on peut aller dans l'autre. Et maintenant, effectivement, l'équation de Boltzmann, comme l'a expliqué Isabelle, elle encode ce second principe de la thermodynamique qui dit que a priori, cette équation elle a des solutions qui ne sont pas réversibles. Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Loschmidt, qui a été souligné par Loschmidt et qui a été opposé à Boltzmann, en disant c'est pas possible, vous décrivez un gaz d'une part par un modèle qui est réversible et d'autre part par un modèle qui n'est pas réversible, c'est qu'il y a une contradiction quelque part. Alors je vais essayer de vous expliquer avec un petit exemple pourquoi il n'y a pas de contradiction. Donc, ce que fait l'équation de Boltzmann, c'est qu'elle vous donne une statistique, ce qui va se passer en probabilité. D'accord ? Et donc, vous pourriez faire la même chose dans la rue, vous vous promenez. D'accord, donc ça c'est facile. Disons dans les rues à New York, comme ça vous pouvez tourner que à gauche ou à droite. Et à la fin, vous dites j'ai tourné 4 fois à gauche et 3 fois à droite. D'accord, ça c'est une information sur votre trajet. Vous avez tourné 4 fois à gauche et 3 fois à droite. Maintenant, je vous dis, est-ce qu'avec cette information-là, vous pouvez retrouver le trajet que j'ai fait et revenir en arrière ? La réponse est non. Si je ne vous dis pas dans quel ordre j'ai fait mes tournants à gauche et à droite, vous pouvez passer un certain temps à tourner en rond avant de retrouver le point dont je suis parti. L'équation de Boltzmann, c'est exactement ça qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle garde une partie de l'information, une partie qui est statistique sur les collisions. Et donc, elle va garder 4 fois à gauche et 3 fois à droite, mais elle va pas garder l'ordre précis, exactement comment ça s'est fait. Et donc, vous avez perdu une partie d'information. Et donc, cette entropie dont Isabelle vous a parlé, c'est exactement ça qu'elle fait. C'est qu'on mesure quelque part le désordre ou l'absence d'information qu'on a sur le système. Donc, au départ, cette entropie, elle est toute petite parce qu'on connaît très bien le système. Puis, au fur et à mesure qu'on donne juste une description statistique, on sait de moins en moins de choses sur ce système. Et donc, à la fin, et donc c'est pour ça aussi que c'est relié à la théorie de l'information, à la fin, on n'a presque plus d'informations sur le système. Et donc, c'est là qu'on arrive dans des états d'équilibre parce que finalement, il y a plein de choses. L'information qu'on a permet en fait de décrire plein d'états différents, donc on ne sait pas très bien dire où on en est. Et en tout cas, je trouve que cette comparaison avec, et ça je pense que tout le monde comprendra bien, que si j'ai tourné 4 fois à gauche et 3 fois à droite, ça ne suffit pas pour revenir en arrière. Autre image, pour bien comprendre ce paradoxe de l'irréversibilité, et ça c'est une image que vous employez également, Isabelle Gallagher, pour comprendre justement le phénomène. Si on peut utiliser le modèle des urnes d'Ehrenfest, qui est très visuel également. Oui, tout à fait, c'est mon exemple préféré. Je suis très contente de m'en parler, je vais pouvoir vous raconter ça, j'adore ça. En fait, il y a une chose qu'on n'a pas encore dite, je crois, c'est que cette équation de Boltzmann, elle est valide si on a beaucoup de particules. Il faut une énorme population de particules. Et ça, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer par ce petit exemple. Donc, il faut imaginer que vous avez 2 urnes, comme je ne sais pas si vous avez déjà vu le loto, le tirage du loto, je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui regardent ça, mais moi, quand j'étais petite, je regardais. Et donc, vous avez 2 urnes, et une est remplie de boules de billard, ou de loto, et puis elles sont reliées par un petit couloir, on va dire. Voilà, donc au début, vous mettez plein de boules de billard d'un côté dans une des urnes et puis vous les laissez avancer comme elles veulent. Alors vous faites même un truc un peu étonnant, vous allez supposer que ces boules de billard, quand elles se rencontrent, elles se croisent. Elles sont complètement ignorantes qu'il y en a d'autres. D'accord, donc elles ne rebondissent même pas. Comme ça, vraiment, elles ne savent pas qu'il y en a d'autres, qu'elles les croisent ou pas, ça ne change rien, elles vont tout droit. Voilà, donc elles vont tout droit, elles tapent le bord de l'urne et puis de temps en temps, elles passent par le petit couloir et elles se retrouvent de l'autre côté. Ça vous va ? Donc vous faites ça un petit moment, donc imaginez que vous avez 400 boules de billard. Et assez rapidement, vous verrez qu'il y en a à peu près 200 de chaque côté. Ça va s'équilibrer. Pas toujours les mêmes, bien sûr. Elles n'arrêtent pas de passer d'un côté à l'autre, mais il y en a à peu près 200 de chaque côté. Bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, imaginez que vous regardez juste le mouvement d'une boule de billard et passez le film dans un sens ou dans l'autre. Tout va bien, vous ne serez pas choqué. Le mouvement de chaque boule de billard est complètement réversible. En plus, elles s'ignorent tout à fait les unes les autres, donc vraiment, tout est complètement réversible. Maintenant, prenez ces 400 boules de billard, faites-les avancer et passez le film à l'envers. Je vous rappelle qu'au début, on avait mis tout le monde d'un côté, personne de l'autre. Si vous passez le film à l'envers, à la fin du film, paf, il y a une des urnes qui se vide complètement. Ça, c'est pas normal. On est obligé d'invoquer dans sa tête une force, voilà, une force magique. Quelqu'un qui a dit attention, ça y est, c'est l'heure, il faut que tout le monde s'en aille. Voilà. Donc le mouvement global est irréversible, alors que chacune des particules a un mouvement réversible. Donc ça c'est le paradoxe, soi-disant, d'Ehrenfest, qui s'explique très bien, et on peut l'expliquer si vous voulez, mais en tout cas, ça fait partie du paradoxe de l'irréversibilité.
Et ça montre, là, vous nous expliquez bien pourquoi justement cette équation est une prélude à la physique statistique, Laure Saint-Rémy. Alors, je ne dirais pas que c'est un prélude à la physique statistique parce qu'elle existait déjà, mais elle existait surtout à l'équilibre. Et là, la spécificité de l'équation de Boltzmann, c'est qu'elle décrit justement une situation qui n'est pas encore à l'équilibre. Dans l'exemple d'Isabelle, l'état d'équilibre, c'est à peu près la moitié des boules de chaque côté. Et donc ça, on voit bien que ça va rester, il va y avoir de temps en temps une boule qui va passer d'un côté à l'autre, mais en moyenne, on va voir toujours la même chose. Ce que fait l'équation de Boltzmann, c'est vraiment de décrire justement cette évolution d'une situation qui serait pas du tout à l'équilibre vers une situation, puisque l'équation de Boltzmann prédit qu'on finit toujours par revenir à l'équilibre en fait. Alors pourquoi surtout cette démonstration mathématique de cette équation est-elle si importante ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Isabelle Gallagher, Laure Saint-Rémy et en partenariat avec Epsilon et Mathilde Fontaise, nous parlons de la célèbre équation de Boltzmann qui vient d'être démontrée. On vient de parler donc d'abord de ce physicien mathématicien né en 1844, mort en 1906, considéré comme le père de la physique statistique. L'équation de Boltzmann qu'on vient de décrire également, qui est la limite d'une description microscopique d'un gaz dilué selon le modèle des sphères dures. Une modélisation extrêmement simple et classique dans lesquelles les particules de gaz sont représentées par des sphères qui rebondissent sans se chevaucher à la manière de boules de billard. On peut le dire tout de suite, Isabelle Gallagher ou Laure Saint-Rémy, peut-être la postérité de ces équations en physique, c'est une postérité importante. Oui, tout à fait. C'est une équation qui est utilisée en pratique par des physiciens, physiciennes, météorologues. Beaucoup de monde utilise cette équation. Et en plus, elle a caché derrière elle beaucoup d'autres équations, qui sont des équations peut-être plus connues comme l'équation de Navier-Stokes, qu'on utilise pour prévoir le mouvement de toutes sortes de fluides, que ce soit des lacs, des rivières ou l'atmosphère. Voilà, donc c'est une équation qu'on retrouve partout. Voilà, qui met en plus qu'elle mérite d'établir un lien explicite entre microscopique et macroscopique, Laure Saint-Rémy. Alors oui, ça, on pourra discuter de ça. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez indiqué de démontrer l'équation. Parce que ça moi, ça me froisse les oreilles. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais vous faites bien. En fait, ce qui est important, je pense, c'est qu'on ne démontre pas une équation. Une équation, c'est un modèle qu'on fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la physique, on essaye de l'enfermer dans des équations, mais une équation, elle ne prend jamais toute la complexité de la physique à l'intérieur. Donc vraiment, c'est cette idée qu'on va essayer d'encoder dans une équation, c'est une façon concise de dire plein de choses. Donc l'équation de Boltzmann, elle dit la densité de probabilité de mon gaz va évoluer sous l'effet combiné du transport et des collisions. Voilà, tout ça, il me faudrait un paragraphe entier pour dire tout ce que cette équation dit. Et à la fin, ça s'écrit dans une petite formule magique pour certains, fascinante pour d'autres et horrible pour les derniers. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que finalement, l'équation, elle n'a pas une réalité physique. C'est un modèle. Et après, ce qu'on regarde, la démonstration dont on va parler, c'est est-ce que ce modèle, il est cohérent avec d'autres modèles qui sont éventuellement plus complexes. Quand je regarde toutes les particules, c'est un modèle qui est plus complexe. Et là, la question que vous me posez, c'est est-ce que cette équation, elle est cohérente avec d'autres modèles qui, eux, sont plus grossiers, qui sont les modèles de fluides, donc les équations de Navier-Stokes, les équations de l'air, qui, eux, cherchent pas à décrire le mouvement de toutes les particules, même de façon statistique, mais juste à dire voilà, si je regarde la rivière qui coule, je peux essayer de la décrire juste avec quelques grandeurs qui sont la vitesse moyenne à un endroit et puis peut-être la densité de l'eau ou voilà, enfin, un certain nombre de paramètres qu'on appelle des variables d'état, mais il y en a très peu. Donc on a toute une collection de modèles différents, des modèles microscopiques où on garde beaucoup d'informations sur le système. Donc comme modèle de pensée, c'est super, mais en fait, on peut rien en faire parce que si on regarde le nombre de particules qu'il y a, en fait, c'est juste pas possible. Même les plus gros ordinateurs pourraient rien calculer. Des modèles comme l'équation de Boltzmann qui sont intermédiaires, où on garde une partie de l'information sous forme statistique, et puis des modèles de mécanique des fluides qui, eux, sont plus
plus grossier. Oui, en tout cas, cette équation, en effet, du point de vue des physiciens, elle est utilisée pour modéliser les comportements de la haute atmosphère des plasmas, pour les expériences à base d'atomes froids, même la dynamique des populations. Là, on peut basculer vraiment sur l'aspect problème mathématique qui a été formulé assez tôt dans cette histoire, Mathilde Fontaine. La question que je voulais vous poser à toutes les deux, c'était finalement, qu'est-ce qu'on n'avait pas démontré? Puisque jusque-là, on n'avait pas réussi, je crois, à dériver cette équation, à quelque part à la faire émerger, à la lier avec un phénomène, on va dire, de base, qui pouvait expliquer pourquoi elle marche. C'est un peu ça ce qui s'est passé avec cette équation de Boltzmann. Ça fait donc 150 ans qu'on sait qu'elle marche, mais on ne sait pas, on sait que ce modèle marche, mais on ne sait pas pourquoi elle l'expliquait mathématiquement. Isabelle Gallagher. C'est ça, en fait, la question qui s'est posée, alors ça date il y a assez longtemps, au début du siècle, c'est de savoir, on a ce système de particules dont parlait Laure, qui vérifie des équations qu'on peut vraiment écrire, mais il y a beaucoup trop d'équations, mais à la fin on s'en fiche un petit peu de savoir où se trouve de toute façon chacune des particules, donc on veut quelque chose à une autre échelle. Boltzmann a écrit cette équation, et la question qui s'est posée depuis, c'est de trouver un moyen mathématique de relier le modèle de Newton, donc les équations des particules, à cette équation qui est, comme dit Laure, très facile à écrire. C'est une ligne. Il y a six choses à écrire, je pense, à peu près. C'est très vite écrit, mais comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Et depuis 50 ans, il y avait un théorème, qui est le théorème dû à Lanford, qui était essentiellement non dépassé jusqu'à l'année dernière. Et ce théorème disait, il y a une façon de dire, au lieu de regarder toutes les particules, où il y en a beaucoup trop, on va moyenner, en quelque sorte, on va projeter, on va faire comme s'il n'y en avait qu'une, et on va moyenner sur toutes les autres. Et on voudrait savoir quelle est la probabilité qu'une particule, choisie au hasard, se trouve à un certain instant en cette position, à cette vitesse. C'est censé être l'équation de Boltzmann. Et donc Lanford a démontré en 1975 qu'effectivement, cette probabilité de présence d'une particule, dans la limite où le nombre de toutes les autres particules tend vers l'infini, vérifie cette équation de Boltzmann. Le problème de son théorème, c'était que le temps de validité de ce passage à la limite, donc l'équation de Boltzmann était effectivement obtenue sur un temps très très court. On peut dire une grosse fraction des particules avait connu un choc quand même. Il s'est passé des choses. C'est vraiment très très court, si je peux me permettre. C'est une nanoseconde, c'est ça, un truc comme ça. Ça dépend des échelles, mais 10 puissance moins 9, je crois que c'était ça. C'est ce qu'on dit. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un théorème fondamental parce que c'était déjà le premier théorème qui obtenait Boltzmann, et puis déjà un théorème difficile. En effet, 75 à Seattle, Oscar Lanford dit que oui, c'est vrai, il démontre ce théorème, et comme vous dites, il fonctionne, mais sur un temps très court, et d'autres avant ça s'étaient déjà attelés à cette tâche, Laure Saint-Rémy. Alors oui, c'est un problème qui agite beaucoup les physiciens et peut-être encore plus les mathématiciens de comprendre s'il y a une cohérence entre tous ces modèles qu'on écrit. Et donc effectivement, il y a Hilbert avait mentionné ce problème dès 1900 au Congrès international des mathématiciens. Et puis après, il y avait un certain nombre de gens qui avaient travaillé dessus. Grad en particulier, qui lui avait identifié en fait dans quel régime. Donc on a dit que l'équation de Boltzmann décrit juste des gaz dilués. Donc typiquement, c'est une équation qui est appliquée dans la haute atmosphère, ou en tout cas quand il y a peu de particules, pas du tout dans un régime où toutes les particules seraient à touche-touche. Voilà, c'est vraiment pour un gaz dilué. Donc Grad avait identifié ce régime dans lequel on pouvait espérer que l'équation de Boltzmann donnait une bonne description. Et puis il y avait un certain nombre de gens qui avaient montré quelque part comment elle était cohérente, cette équation, avec ce qu'on pouvait écrire au niveau microscopique. Donc il y a Born, Bogolyubov, Green, Kirkwood et Yvon qui avaient travaillé déjà beaucoup sur ce sujet, qui avaient introduit le formalisme en fait qui permet de le faire. Et effectivement, c'est Lanford qui a réussi à mettre tous les ingrédients bout à bout pour obtenir un premier théorème. Et j'insiste, même si c'est du temps court, c'était quand même un théorème très important parce que ça réglait quelque part ce paradoxe de l'irréversibilité, puisqu'il y avait déjà un lien entre un système réversible et un système irréversible. Ok, pas sur un temps long et pertinent pour la physique, mais n'empêche que conceptuellement, au niveau philosophique, il y avait déjà ce lien. Et en effet, vous évoquez les travaux de Bogolyubov, Born, Green, Kirkwood et Yvon, c'est la fameuse hiérarchie BBGKY du nom de leurs auteurs, et qui a servi dans les travaux actuels de Dang, Annie et Ma. Alors comment justement sont-ils parvenus à cette démonstration finale? Restez avec nous. «
Demonstration de Satisfact en direct sur France Culture, car nous avons la satisfaction de parler d'une prouesse mathématique, la démonstration de l'équation de Boltzmann. On en parle avec nos deux invités du jour, Isabelle Gallagher, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Cité, présidente de la Société mathématique de France, Laure Saint-Raymond, mathématicienne et professeure permanente à l'Institut des hautes études scientifiques, une émission en partenariat avec notre magazine chouchou Epsilon, co-animé avec sa rédactrice en chef, Mathilde Fontaise. On vient de voir que l'équation de Boltzmann, formulée en 1872, fut fondamentale au développement de la thermodynamique et elle pava la voie à la physique statistique. Depuis plus d'un siècle, les mathématiciens, mathématiciennes, parmi les meilleurs du monde, tentent de démontrer cette équation sans succès jusqu'en 2025. Alors, avant de parler de la prouesse des trois mathématiciens, vous êtes passés dans cette histoire-là, vous deux également, Isabelle Gallagher et Laure Saint-Raymond. Comment avec vos deux autres collègues, Thierry Bodino et Sergio Simonella, vous avez essayé d'approcher la bête d'une certaine façon, Isabelle Gallagher? Alors je dirais qu'on a tourné autour du pot. Quand on n'arrive pas à répondre à une question, on en regarde une autre qui est pas trop loin, en espérant qu'en la prenant par surprise, peut-être qu'on va l'avoir quand même. Donc on a fait des choses, par exemple en supposant que la donnée initiale de notre système était quasiment à l'équilibre. Dans ce cas-là, on peut s'en sortir et montrer des résultats en temps long, comme l'ont fait Deng et Emma, donc un beaucoup plus compliqué. Donc on a fait un certain nombre de travaux, et je sais qu'à peu près à chaque fois qu'on finissait un travail, on disait bon, on fait quoi maintenant? Bon, on n'a qu'à faire le non linéaire, qui est exactement ce qu'ils ont fait. Puis évidemment, c'était juste pas possible, donc on n'a jamais fait. Mais voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire. Laure Saint-Raymond, on peut dire que là, ce qui vient d'être fait, c'est un peu le théorème que vous rêviez de démontrer? Alors, à la fois oui, sur le résultat, je pense que c'est un résultat qui est important, puisque c'est un résultat qui est attendu depuis longtemps, de valider cette équation. Et à la fois, je dirais que je ne suis pas sûre que le type de preuve qui en est donné me fait rêver. On a passé beaucoup de temps à vérifier, et c'est très impressionnant. Enfin, les auteurs, je pense, ont fait un travail technique d'une puissance qui est vraiment extraordinaire. Et en même temps, moi, c'est pas ce qui me fait rêver dans les maths. On reviendra sur la relecture, sur les 200 pages et la centaine d'heures de relecture que tout ça représente. Mais parlons, vous évoquez une immense technicité. Comment on pourrait la définir, même pour les auditeurs non initiés, Isabelle Gallagher, Alors, cette démonstration? Ce que je peux peut-être dire, c'est que pour démontrer que cette équation est bien valide, Boltzmann avait fait une hypothèse, et tout le travail consiste à montrer que cette hypothèse n'en est pas une, mais en fait, il faut le démontrer, cette chose-là. Ce qu'il a supposé, c'est que quand deux particules vont rentrer en collision, elles sont indépendantes. Ça veut dire quoi, indépendante? Ça veut dire que, mettons que la particule 1 cogne la particule 2 à un certain instant. Vous allez prendre un papier et un crayon et vous allez regarder dans le passé, la particule 1, qui est-ce qu'elle a rencontré avant? C'est la croisée de la particule 3, vous écrivez 3, et vous suivez la 3 aussi maintenant dans le passé. Si 3 croise à 4, vous écrivez 4, etc. Donc vous allez écrire comme ça toutes les particules qui sont rentrées un peu dans la famille de la première au cours du temps dans le passé. Comme un arbre généalogique Exactement, vous faites exactement un arbre généalogique de la particule 1. Faites pareil pour la particule 2. Et Boltzmann a supposé que ces deux arbres généalogiques sont complètement différents. Il n'y a pas une seule particule qui est dans les deux à la fois. Ça, il faut le démontrer. Et donc Lanford, il a réussi à démontrer ça, donc il y a 50 ans, sur un temps très court. Et après, plus possible. Alors peut-être qu'on peut dire qu'on fait Deng et Emma, c'est quoi leur théorème? On dit ça maintenant? Ah bah oui, alors. Voilà, petit suspense. Donc le théorème de Deng et Emma, c'est supposer qu'il y a une solution de l'équation de Boltzmann sur un certain temps. Comme vous voulez. Si vous arrivez à démontrer qu'il y a une solution, on ne sait pas ça, c'est des choses difficiles même de montrer qu'il y a une solution à cette équation. Mais supposons que quelqu'un arrive à démontrer qu'il y a une solution sympathique, régulière, comme vous voulez, sur un temps donné, disons pendant 150 ans. Alors, il démontre que le système de particules, sur ce même temps, 150 ans, converge, est bien une approximation, en quelque sorte, de l'équation de Boltzmann. Mais pour faire ça, il faut, contrairement à Lanford qui a dit, sur un petit temps, quand deux particules se voient, elles sont indépendantes, il faut aller jusqu'au temps 150 et dire que si deux particules se croisent à l'instant 150, dans 150 ans, sur tout le passé, il n'y a pas eu, ou presque pas, la probabilité qu'il y ait eu des arbres généalogiques qui se ressemblent, et la probabilité est presque nulle. Et ça, c'est juste
très 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 compliqué. Enfin, voilà, c'est très impressionnant. C'est ça, la grande nouveauté de ces travaux, c'est la validité du théorème sur un temps, comme vous dites, arbitrairement très long, puisque ça avait été démontré sur des temps courts avec Lunsford, Laure Saint-Rémy. C'est ça. Pour reprendre ce que dit Isabelle, donc si vous voulez démontrer ce résultat sur un temps très long, il va falloir que vous regardiez les arbres généalogiques de toutes vos particules et de toutes celles que vous voulez regarder. Et puis donc ça, c'est ce qu'on appelle des corrélation, être dans le même arbre, ça va être corrélé. On n'est plus indépendant. On connaît son voisin, peut-être par un parent lointain, mais on le connaît. Et étudier toutes ces corrélations. Et donc, vous voyez qu'on peut représenter ces corrélations par des graphes. À chaque fois que deux particules se connaissent, on met on les relie par un petit trait, et puis on regarde après à quoi ressemble ce graphe. Est-ce que c'est un graphe qui va relier toutes les particules ou des groupes de particules? Quelles sont les tailles de ces groupes, etc. Et donc, on finit avec des graphes. Et la preuve de Deng, Hanny et Ma consiste à... Finalement, ils se débarrassent assez vite de cette question de dynamique de particules, etc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se ramènent vraiment à une étude de graphes. Et ce qu'ils sont capables de faire, c'est là qu'ils sont sans doute même plus forts que les ordinateurs, c'est qu'ils ont des algorithmes pour étudier ces graphes qui sont très performants, avec un certain nombre de... c'est amusant, parce qu'on vient toucher plein de domaines des maths. On est parti d'un problème qui était un problème dynamique avec les particules. On a un problème de probabilité, puisqu'on parle d'une équation statistique qui est l'équation de Boltzmann. Et puis on se ramène à finalement regarder de la combinatoire en regardant ces graphes. Et puis après, on fait de l'algorithmique pour étudier ces graphes et les découper en morceaux et voir quelle taille ils font. Et est-ce que, finalement, la question, c'est est-ce que dans ces graphes, il y a des boucles? Donc, on est en train d'essayer de compter des boucles dans des graphes. Et donc, on a des algorithmes pour faire ça. Et puis après, par-dessus cet algorithme, il rajoute une espèce de couche de porte logique, donc, qui dit, je commence à regarder mon graphe. Si il est comme ça au premier, je vais aller dans cette voie-là. S'il est autrement, je vais dans une autre voie. Et donc, vous avez, je sais plus, 25 portes logiques en disant si vous êtes dans telle situation, vous voyez vous savez comme ces livres là de jeux de rôle où aller à la page 23, voilà, sauf que là c'est pas la page 23, c'est aller à la page 160. Et donc effectivement les lectures est compliquée parce que il faut être capable de vérifier qu'ils ont oublié aucun cas et de faire finalement quand vous faites ce livre avec le jeu de rôle, finalement vous le faites une fois et puis vous êtes allé à la page 163, puis après à la page 62, et puis voilà, vous arrêtez. Là, il faut vérifier toutes les possibilités. De petites précisions, vous parlez de la façon dont ils présentent tout ça est faite de manière algorithmique, mais Isabelle Gallagher, ça veut rien dire avec quelque chose, avec une IA ou une machine. On parle d'indication de nombre d'instructions à suivre. Tout ça, c'est fait à la main, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a pas du tout. Si on regarde l'article de très très loin, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais de toute façon, c'est un ordi qui a fait visiblement, puisqu'il y a des algorithmes. Mais non, pas du tout. C'est tout fait à la main. Ils donnent des noms à tous leurs algorithmes. Je ne sais plus combien il y en a. Mais tout a été fait complètement à la main. Voilà, c'est Youdang qui est une machine humaine, en quelque sorte. Mathilde Fontaise. Oui, on pourrait rajouter une discipline dans le déroulé que vous brassiez tout à l'heure, puisqu'en fait, il y a eu un petit déclic. C'est des chercheurs qui, au départ, ne travaillaient pas du tout sur ça, qui travaillaient, je crois, sur la théorie cinétique des vagues, sur la turbulence, donc des trucs en rapport avec... et qui ont fait un parallèle, une analogie. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début un peu de leur Alors, je pense que Youdang, en fait, au départ, c'est vraiment ça, je pense sa spécificité, c'est vraiment cette combinatoire. Et donc, ce qu'il a, dans une étude précédente, avec Zaher Hanny, et puis peut-être aussi avec d'autres collaborateurs, effectivement, ils avaient appliqué toute cette technologie quelque part pour un autre problème de physique statistique, qui est de donner effectivement, qui est de faire de la théorie statistique des ondes. Mais donc à la fin, on a une équation cinétique qui ressemble à l'équation de Boltzmann, sauf qu'au lieu de partir d'une dynamique de particules, on part d'ondes qui vérifient un certain nombre d'équations d'ondes non linéaires avec des couplages. Donc, quelque part, le problème de départ est un peu différent. Mais ils ont eu l'idée d'appliquer ça. Mais voilà, ils ont cette technique. Et voilà. Et alors, je pense que c'est juste aussi de dire que ces techniques de diagramme, elles remontent. Enfin, c'est des choses qui sont classiques en physique statistique ou même en physique quantique. Enfin, les diagrammes de Feynman, comme leur nom l'indique, remontent à Feynman. Donc voilà, et ça a été utilisé. Donc par exemple pour les ondes, il y a déjà des preuves qui sont très impressionnantes dans
justement toute cette classification de graphes qui ont été pour regarder par exemple la propagation des ondes en milieu aléatoire. Donc voilà, il y a toute une communauté quand même qui portait, je dirais, ces techniques diagrammatiques. Je pense que là où ils sont, enfin moi, ce qui me paraît très fort dans leur preuve, c'est vraiment la façon algorithmique dont ils traitent ces graphes. Quelque part, ces représentations en graphes sont relativement classiques. Ce qui n'est pas facile, c'est que comme eux, c'était pas forcément leur culture de base, ils ont appelé tout avec des noms différents. Donc ça fait partie aussi de la difficulté de revenir, d'identifier en fait des objets qu'on connaît sous un autre nom. Voilà. Mais après, eux, je pense que vraiment, ils ont cette force technique de développer ces algorithmes. C'est ça, ils ont rien à voir avec Boltzmann au départ, avec cette théorie cinétique des vagues. Et d'ailleurs, je cite un des auteurs, Zaherani, qui dit « En quelque sorte, nous traitons des questions analogues, mais dans des systèmes où les particules sont remplacées par des vagues et les lois de Newton par des équations aux dérivées partielles. » Isabelle Gallagher. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour raconter un tout petit peu l'histoire ou la genèse de ce théorème, donc ils ont travaillé longtemps sur ces équations dites des vagues, on pourrait dire. Effectivement, vu de loin, ça se ressemble quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses il y a des analogies, c'est clair. Et dans un des derniers résultats qu'ils avaient obtenus sur ces équations d'ondes, ils avaient même dit, maintenant, on va faire Boltzmann. Et je me souviens très bien que... On avait dit mais non, mais c'est quand même très très différent. Voilà. Et en fait, effectivement, ils y ont cru. C'est vraiment franchement, c'est vraiment impressionnant d'avoir cru assez fort pour y arriver. Alors qu'il y a effectivement 200 pages d'algorithmique et il faut rien avoir oublié à la fin. Laure Sarémon, est-ce qu'il y a des nouvelles astuces qui sont utilisées justement dans ces travaux-là pour arriver à leur fin? Alors, je pense qu'il y a une idée qui est importante, qui n'avait pas été utilisée avant, qui est de dire, en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est ce qu'expliquait Isabelle, c'est que les particules restent quand même majoritairement indépendantes. C'est-à-dire que si vous prenez 2 particules au hasard dans votre gaz, essentiellement, en général, elles ne vont pas appartenir au même graphe, elles ne vont pas être corrélées. Donc c'est ça que vous voulez démontrer. Et donc vous avez quand même l'idée que si tout ce qu'on pense est vrai, alors eh bien vous avez cette indépendance. Alors en probabilité, quand on a des particules ou des choses qui sont indépendantes, on voit que la probabilité de trouver la particule 1 et la probabilité de trouver la particule 2, eh bien c'est juste le produit. C'est ce qu'on appelle une propriété de factorisation. Et ce qu'ils font et que personne n'avait fait avant, c'est de dire du coup, je vais extraire cette partie qui est factorisée au maximum, cette partie qui est au maximum indépendante, et puis je vais juste regarder les corrections. Avant, on ne faisait pas ça. On disait, je vais regarder toute la solution, je vais trouver une bonne approximation de cette solution, et puis à la fin, je montrerai que ça ressemble à Boltzmann. Là, ils ne font pas ça. Ils disent, si ça devait ressembler à Boltzmann, déjà, je vais regarder à quoi ressemble la solution de Boltzmann, et puis en plus, je devrais savoir que je suis presque indépendant. Et donc, au premier ordre, je sais à quoi va ressembler ma solution, et plutôt que de regarder la solution directe de but en blanc, je vais essayer juste de regarder la différence entre cette bonne approximation et la solution. Et donc, finalement, eux, ils se ramènent à contrôler que des choses qui sont petites, que des restes. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas fait dans les preuves précédentes. Voilà, cette équation est bel et bien démontrée. Et après, restez à l'écoute. France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture et en partenariat avec Epsilon, avec Isabelle Gallagher, Laure Saint-Rémond et Mathilde Fontaise, on parle de la démonstration de l'équation de Boltzmann. On a évoqué sa postérité. Elle a le mérite d'établir un lien entre le microscopique et le macroscopique. Ce qui est au cœur de la physique statistique, c'est l'une des premières équations qui décrit l'évolution d'une probabilité. On a à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, un problème avec l'explication de la chaleur. On a longtemps pensé que la chaleur était une sorte de fluide subtil. Ça, c'est un peu l'héritage des conceptions mécanistes, où on a de la peine à imaginer que quelque chose soit immatériel. On a aussi, à ce moment-là, certains mathématiciens qui vont développer une thermodynamique purement théorique, axiomatique, qui fonctionne,
mais disons qui donne des résultats utilisables en ingénierie pour fabriquer des machines thermiques, des pompes, des moteurs. Mais ce qu'on n'a pas à ce moment-là, c'est une explication microscopique. C'est le pont entre la manière dont les particules se comportent, les atomes, les molécules, et puis les effets qu'on observe à notre échelle. Et plusieurs scientifiques s'y attaquent pour essayer de trouver comment disons, les trajectoires, finalement, les mouvements, les énergies, la distribution des énergies au niveau des atomes et des molécules se traduit par des phénomènes à l'échelle macroscopique. Et en particulier, on a un gros problème avec les phénomènes irréversibles, parce que Newton a prouvé que toutes les trajectoires dans la mécanique classique sont réversibles. Or, qu'est-ce qui se passe si vous ouvrez une bonbonne de gaz sous pression? On voit toujours que le gaz sort. Et jamais le gaz ne retournera gentiment se mettre dans la bonbonne. On ne voit jamais du gaz entrer dans la bonbonne et aller augmenter encore la pression. Ce mouvement de gaz, c'est une somme de mouvements d'atomes ou de molécules. Et si chaque mouvement d'atomes et de molécules est réversible, pourquoi est-ce que le mouvement du gaz à l'échelle macroscopique n'est pas réversible? Ça, c'est un problème sur lequel plusieurs physiciens vont se casser les dents. Et finalement, c'est Ludwig Boltzmann, qui va réussir, après plusieurs années d'efforts, à faire le pont en fait entre ce niveau microscopique et le niveau macroscopique. Il va le faire en passant par la statistique. Voilà, Continent Science sur France Culture en 2008. Isabelle Gallagher, qu'est-ce que ça change d'avoir une démonstration mathématique de cette équation, alors même qu'elle est utilisée depuis très longtemps en physique? Alors ça change dans la mesure où, quelque part, ça justifie... Laure a expliqué au tout début qu'une équation, c'est juste un modèle. Et vous avez le modèle de Newton, qui est quand même... c'est une valeur sûre quand même. Et puis vous avez ce modèle de Boltzmann, mais rendre compatibles ces différents modèles, et puis on peut parler aussi de Navier-Stokes, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que ça ne va pas changer la vie des physiciens et des physiciennes au quotidien, qui s'en servent, ils ont bien raison de s'en servir, et voilà. Mais d'un point de vue théorique, d'un point de vue des fondements de la physique, c'est, je pense, extrêmement important de montrer que ces différents modèles du même objet physique et un gaz sont bien compatibles les uns avec les autres. Oui. Laure Saint-Rémy? Je dirais ça va pas changer effectivement grand-chose, et heureusement qu'on n'attend pas que les mathématiciens soient capables de faire quelque chose avant de faire décoller un avion, parce que sinon voilà. Donc non, je pense qu'il y a une partie qui est de l'ordre. Il y a deux choses. Il y a une partie qui permet justement de comprendre ces régimes qui sont un peu entre deux. Et donc, par exemple, quand on regarde la limite pour aller de Boltzmann jusqu'à Navier-Stokes, ça permet de comprendre dans quel régime on n'a plus trop le droit d'utiliser Navier-Stokes et on va avoir besoin d'une description plus précise. Donc, je pense qu'il y a un intérêt. Et donc, de la même façon, Boltzmann, c'est une bonne approximation, mais ce qu'on a étudié beaucoup avec Isabelle, Thierry et Sergio, c'est qu'est-ce qui se passe quand de temps en temps ça marche plus très bien, il y a des fluctuations, il y a des trajectoires qui sont différentes. Donc voilà, donc aller étudier les choses, ça permet de dire, en fait, il y a des régimes où il y a des situations où on est obligé de regarder des corrections à cette approximation. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je pense que c'est important de le dire aussi, on fait aussi des maths juste pour le plaisir et pour la grandeur de l'esprit humain. Mathilde Fontaine. Il y a un côté, on l'a dit dans l'article, on a parlé de dignité, on a fini là-dessus. Il y a une forme de dignité quand même à vouloir, disons, dériver de principes physiques, de fonder quelque part une équation qui marche, quoi. On peut se dire que oui, on a des tables et qu'elles fonctionnent, et puis que ces tables-là, on s'y réfère à. Ça, c'est l'ingénieur qui veut faire rentrer un bateau, qui sait qu'il faut qu'il soit lesté de temps, etc. Bon, il peut se référer à ces tables, mais on peut aussi essayer d'avoir un modèle qui décrit, et puis après on peut essayer de fonder ce modèle à partir du reste de la connaissance qu'on a, et c'est toute cette démarche, c'est la démarche scientifique. Et donc moi j'ai trouvé cette démonstration émouvante pour ça, pour sa capacité à quelque part mettre une pierre dans l'édifice de la connaissance, comme le disait Laure tout à l'heure, et de rendre cohérentes les choses, rien que pour ça. Après on espère toujours qu'il y ait des découvertes connexes, j'imagine que même si on les voit pas, même si c'est totalement techniquement abscon, difficile, etc., ce qu'ont fait ces chercheurs, on peut pas non plus être sûr qu'il y aura pas peut-être des dérivés de cette découverte, ou de cette démonstration, des nouvelles approches qui pourront en émerger. Mais c'est ça, parce qu'une pierre dans l'édifice, mais probablement pas la dernière, parce qu'il faut bien dire que ça change rien au fait qu'il reste énormément de choses à faire, Isabelle
bon, on est très content, le théorème est vrai. Mais je pense qu'il est intéressant, c'est pas juste de savoir qu'il est vrai, c'est pourquoi il est vrai. Et donc la démonstration, c'est pas seulement valider une équation, c'est aussi de dire pourquoi on la valide. Et je rejoins un petit peu ce qu'a dit Laure sur le fait que peut-être quelque part on est un peu déçu de la démonstration actuelle, dans la mesure où on n'a pas l'impression, en tout cas nous, en ayant lu la preuve, en tout cas moi, je ne sais pas si tu as fait des progrès depuis, mais qu'on n'a pas vraiment compris vraiment la physique qui est cachée derrière. Enfin, c'est-à-dire que leurs arbres, finalement, ils ont tout déplié sur une table, ils ont coupé les graphes en petits morceaux, et qu'on a perdu la physique. Mais maintenant, on sait que le théorème est vrai. Et ce qui se passe souvent, je trouve, en mathématiques, c'est qu'une fois qu'on sait qu'un résultat est vrai, on peut aussi trouver peut-être d'autres démonstrations. Donc on peut peut-être espérer aussi que maintenant qu'on sait que ça va marcher, ça va débloquer un peu psychologiquement les choses, et que peut-être que certaines personnes trouveront d'autres démonstrations. Laure Saint-Rémy. Alors, je pense que oui, il y a plein de problèmes connexes aussi. Voilà. Donc, des problèmes. Donc là, vous voyez, on a utilisé au niveau microscopique un modèle très simple où on dit les atomes, c'est comme des boules de billard qui s'entrechoquent. Et puis voilà. Bon, on sait très bien que ça, c'est pas cohérent avec la physique. C'est un modèle hyper simplifié. On sait que dans les atomes, en fait, un atome déjà, on sait très bien que c'est pas l'unité élémentaire de la matière. On sait qu'il y a des forces électromagnétiques. On sait que les forces d'interaction, c'est pas juste comme des boules qui s'entrechoquent. Donc, il y a déjà une collection de modèles microscopiques qui seraient physiquement plus réalistes, et en particulier des modèles avec des interactions qu'on appelle à longue portée, c'est-à-dire que deux particules, même si elles sont très loin, continuent à interagir un tout petit peu, mais quand même un tout petit peu. Et ça fait une très grande différence en termes de physique statistique. Après, il y a aussi, on l'a dit, il y a cette hypothèse de gaz dilué avec donc très peu de particules. Et donc tout à l'heure, on parlait des équations de Navier-Stokes. Donc c'est super. Là, quand on utilise ce nouveau résultat de Deng, Hani et Ma, et bien, plus des résultats plus anciens, on sait aller justement des particules jusqu'aux équations de la mécanique des fluides, mais uniquement dans ce régime où on a un gaz très dilué. Or, a priori, l'eau qui coule dans votre robinet ou dans l'océan, c'est aussi des modèles qui sont régis par les équations de Navier-Stokes, pas du tout dans un régime de gaz dilué. Donc, vous voyez, il y a à la fois en termes de modèles microscopiques, en termes de différents régimes, il y a plein d'autres questions en fait qui sont reliées. Donc je trouve qu'à la fois c'est important de saluer et je suis touchée quelque part que vous intéressiez à des théorèmes de maths. C'est rare que le grand public s'intéresse à des théorèmes de maths. D'habitude on a l'impression d'être juste un peu des extraterrestres. Donc je trouve ça chouette, et en même temps je trouve ça important de dire aussi, et puis peut-être que si jamais il y a des jeunes qui nous écoutent, de dire que ça clôt pas les choses, que en fait le champ des possibles il est immense. Et en science, il y a toujours plus à découvrir que ce qu'on a déjà fait. Et on arrive vers la fin de cette discussion, et j'avais aussi envie de vous interroger, puisque toutes les deux vous avez relu et surmonté ces 200 pages. Comment est-ce qu'on se frotte, entre guillemets, comment est-ce que ça se passe, la relecture d'un tel papier, Isabelle Gallagher, puisqu'on parle aussi de vécu de mathématiques dans ces expériences-là. La fin va être douloureuse. Comment dire, quand on reçoit l'article, on est d'abord peut-être une petite seconde de « mince alors, ça y est, c'est fait ». Bon. Et après, on est juste très enthousiaste de savoir comment ça s'est passé. Et je dois dire que ça a été honnêtement une lecture difficile, c'est sûr. Donc ça a été un peu une thérapie de groupe, je pense qu'on peut dire ça. De temps en temps, on se retrouvait à 4 en visio et on disait « t'en es où ?» C'est dur. Mais on a eu la chance de pouvoir échanger avec les auteurs, et je pense que ça a été important de toutes parts. C'est-à-dire qu'on a essayé de se mettre un peu à leur place pour comprendre comment ils écrivaient, pour apprendre leur langage aussi. Et en même temps, eux, ils se sont rendus compte qu'à part eux, pour l'instant, tout le monde ne comprenait pas ce qu'ils avaient écrit, en tout cas nous non. Et donc ils ont essayé aussi de se mettre à notre place pour essayer de rendre leur démonstration plus lisible. Donc c'était vraiment un échange qui a été très long, je pense qu'on peut le dire, et assez difficile. Je ne veux pas dire que j'ai tout compris, en fait, en vrai. Enfin, je ne peux pas vous refaire la démonstration, c'est sûr. J'ai compris les grandes lignes, certainement. J'ai lu ligne à ligne tout, certainement. Mais de là à la refaire, ça ne serait pas possible. Mais en tout cas, on a eu beaucoup d'échanges entre nous et avec les auteurs pour avancer. Laure Saint-Rémy. Je voudrais compléter ce que dit Isabelle en disant deux choses. C'est que je trouve que dans ce processus d'expertise scientifique, c'est quelque chose qui est très précieux, qu'on fait de moins en moins bien, je pense, en général, parce que c'est pas très valorisé. Mais je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'est peut-être pas capable de refaire la démonstration, mais on a vérifié ligne par ligne que c'est juste.
Et donc, voilà, il y a une validation par les pairs, et ça, c'est très important. La science, c'est pas juste j'ai dit j'aime ou j'aime pas. Il y a une validation par les pairs. Et puis, l'autre chose que je voudrais dire, et qui est plus générale, en science, on fait effectivement l'expérience de que l'autre réfléchisse jamais comme nous, en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant, en fait, de faire cet exercice de se déplacer et d'essayer de réfléchir comme l'autre le fait. Merci pour cette très belle phrase de conclusion. Merci à vous deux. Merci à vous, Mathilde Fontet. C'était le numéro du mois dernier dans Epsilon ce mois-ci. En couverture, on retrouve... Ah, rien à voir. On parle de dopage d'un logiciel qui révèle le dopage un peu caché. Super, et puis là tout de suite, on change nous aussi complètement de sujet avec notre chronique quotidienne, celle d'Alexandra Delbo, et la chronique avec Science. On parle de paléoanthropologie.